Bien. Alors, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons commencer le troisième et dernier grand chapitre du cours, qui concerne la chimie bioorthogonale. Donc, je vais continuer dans la lancée de ce que j'ai dit hier dans la dernière vidéo que je vous ai fait, qui concernait la bioconjugaison sur les aldéhydes à la fin. Donc, les méthodes que nous avons vues jusqu'ici, donc ce que j'appelle moi la bioconjugaison classique, c'est-à-dire la bioconjugaison qui vous permet de créer des liaisons covalentes sur des fonctions, des groupements fonctionnels qui sont endogènes aux biomolécules. Ça a, comme on l'a vu la dernière fois, plein d'applications. Ça a été très très utile, ça a permis d'énormes avancées côté biotechnologie dans plein de domaines différents. Alors ça peut être pour le diagnostic ou pour la thérapeutique, mais il y a quand même des choses que ces méthodes-là ne permettent pas de faire. Donc, j'en ai cité quelques-unes hier, notamment d'aller créer la liaison dont on parle, la créer directement à l'intérieur de la cellule vivante, puisque les méthodes qu'on a vues jusqu'ici vous permettent de créer vos outils avant de les utiliser dans une expérience biologique. Et puis, deuxième chose dont j'ai pas parlé hier, c'est que les méthodes de bioconjugaison classique dont j'ai parlé, souvent ne vont pas permettre d'étudier des molécules qui sont petites en taille et qui sont représentatives des modifications post-traductionnelles. Alors je pense notamment au sucre et aux lipides. Alors ça peut être aussi d'autres types de métabolites. Et pour pouvoir étudier ce type de molécules-là, des molécules qui sont plus petites, pour pouvoir étudier des voies de métabolisation, des modifications post-traductionnelles, des choses comme ça, les méthodes que vous connaissez, c'est-à-dire premièrement les méthodes génétiques qui vous permettent d'introduire des tags génétiques, par exemple des protéines fluorescentes de type GFP, ou alors les méthodes de bioconjugaison qu'on a vues ensemble, vont pas vous donner de résultats. Alors qu'est-ce que j'appelle modification post-traductionnelle, vous en connaissez, vous les connaissez certainement mieux que moi. Moi je vais m'intéresser à une ou deux en particulier, et vraiment la plus importante sur laquelle je vais me pencher plus en avant, c'est tout ce qui est glycosylation. Donc les MPT de type glycosylation sont vraiment très importantes dans beaucoup d'interactions et donc beaucoup de mécanismes biologiques qui mettent en jeu la reconnaissance d'un pathogène. Alors en ce moment on en parle avec le Covid évidemment, et donc il y a les interactions entre l'hôte, c'est-à-dire l'humain, et le pathogène, c'est-à-dire le virus ou la bactérie, ou ça peut être autre chose, se fait très souvent par le biais des chaînes de glycanes, et donc la métabolisation des sucres et la formation des oligosaccharides, des glycanes, est très très importante dans ce type de domaine-là. Donc vous imaginez bien que pour tout ce qui est infection et aussi immunité, c'est un aspect important. Et les glycanes sont aussi les intermédiaires de toutes les interactions, par exemple même cellule-cellule, ou la reconnaissance de certaines molécules par vos cellules, etc. Alors après il y a aussi tout ce qui est lipidation. Donc vous avez déjà dû entendre parler de farnésylation, myristoylation, palmitoylation, etc. Où là c'est la protéine qui est en train d'être synthétisée va être liée à un lipide, ce qui va par exemple permettre d'ancrer la protéine dans une membrane, ce genre de choses. Puis après il y en a plein d'autres, tout ce qui est sulfatation, phosphorylation, ça c'est très important parce que ça a des impacts sur la localisation des protéines et sur leur état fonctionnel, l'ubiquitination, etc. Donc moi je vais vraiment me
concentrer principalement sur les glycosylations parce que c'est le domaine le plus important euh, de ce type de chimie qu'on va faire et c'est celui qui a vraiment le plus d'applications. Mais voilà, n'oubliez pas que ça peut aussi s'appliquer à autre chose par la suite. Alors, je reprends un petit peu le concept de ce qu'on a fait jusqu'alors. Donc, ce qu'on a fait jusqu'alors, c'est ça. Voilà, vous avez une protéine. Ok. Et puis, cette protéine, ça n'est pas une sonde, vous ne savez pas la détecter, vous ne savez pas la voir. Et donc, votre but, c'était de dire, moi, je vais ajouter sur ma protéine quelque chose qui va me donner un signal que je vais pouvoir utiliser comme sonde et par le biais d'une machine, comme un microscope à fluorescence par exemple, je pourrais donc détecter spécifiquement la protéine. Donc comment on a fait? Eh bien, on a pris un fluorophore, la sonde, et puis on l'a lié sur la protéine. Okay, et donc ensuite, on a utilisé la protéine dans des tests biologiques. Vous avez un petit schéma ici qui vous représente à peu près, alors c'est vraiment schématique, hein, bien sûr, c'est pas vraiment représentatif à l'échelle, mais ça vous représente à peu près le rapport de taille qui existe entre la protéine et puis votre fluorophore. Et donc si vous collez des petits fluorophores comme ça sur une protéine qui est grosse, évidemment vous la modifiez légèrement, mais il n'empêche que votre étiquette, hein, votre sonde est quand même beaucoup plus petite que votre biomolécule, et vous pouvez vous dire que elle ne modifie pas grandement les propriétés physico-chimiques, votre modification. Et que donc la protéine marquée avec le fluorophore, reste un bon modèle pour étudier la protéine endogène. Maintenant, imaginez faire la même chose, mais pas sur une protéine, mais sur un monosaccharide. Alors, je suppose ici que vous connaissez la structure des monosaccharides. Si jamais vous avez des doutes, vous me posez la question dans Discord. Enfin, sans aucun doute, vous savez qu'un sucre, un monosaccharide, c'est dans la plupart des cas un cycle à 6 ou un cycle à 5 qui contient un oxygène et sur lequel il y a beaucoup de groupements OH. Donc, si vous commencez à créer une liaison covalente entre un monosaccharide et un fluorophore tel qu'on les a vus, prenons l'exemple d'une rhodamine, eh bien vous êtes en train de créer une liaison entre une petite molécule qui a 6 carbones enfin 6 carbones et 6 oxygènes, et vous la reliez à une sonde qui a, alors pour les rhodamines, on a 6 et 6, 12, 18, on a 19 carbones, on a oxygène, on a des amines, etc., etc. Donc en fait là le rapport de taille change complètement parce que la sonde que vous mettez sur le sucre, la sonde est plus grosse que le sucre. Vous vous retrouvez avec quelque chose qui ressemble à ça. Ok. Donc là, dans le cas précédent, on disait clairement que la protéine était marquée avec le fluorophore. Mais dans ce cas-là, est-ce que c'est le sucre qui est marqué par un fluorophore ou est-ce que c'est le fluorophore qui est glycosylé? Le bioconjugué que vous créez ici entre un petit sucre et un gros fluorophore, est-ce que vous pensez qu'il va vraiment avoir les mêmes propriétés physico-chimiques que le sucre naturel? Est-ce qu'il va passer les membranes de la même manière? Est-ce que sa lipophilie est la même? Est-ce que sa solubilité est la même? Est-ce que sa polarité est la même? Etc. etc. Est-ce que son encombrement stérique est le même? De toute évidence, là, on va répondre non. Et il y a des cas où ça va poser problème. Alors, dans le meilleur des cas, vous aurez juste créé un bioconjugué qui est pas vraiment représentatif de votre molécule endogène de départ que vous voulez étudier. Donc, ce qui veut dire que les résultats que vous obtiendrez dans votre expérience biologique ne seront pas forcément représentatifs de ce qui se passe dans le vrai phénomène du vivant. Puis dans le pire des cas, vous allez obtenir aucun résultat parce que votre bioconjugué ne va servir à rien. Alors, je
vous illustre ça avec un petit schéma ici. On va s'intéresser principalement aux voies métaboliques. Ok. Donc là, d'habitude, vous avez, donc ça c'est une enzyme. Ok. À l'intérieur de la cellule, vous avez des voies métaboliques qui contiennent chacune une séquence de réactions enzymatiques. Et vous avez un substrat de départ. Ce substrat va être reconnu dans le site actif de l'enzyme. Il va y être transformé en quelque chose. Okay. Alors c'est pas parce que j'ai mis un changement de couleur ici que c'est forcément quelque chose qui devient fluorescent. Hein. C'est juste pour vous illustrer que c'est une transformation en autre chose. Okay. Et puis cette autre chose, ce produit de la réaction enzymatique que vous venez de former, va enfin être relargué du site actif et relibéré dans le milieu, qui peut être le cytosol par exemple, ou le noyau, ou l'appareil de Golgi, etc. Donc ça, c'est votre voie métabolique normale sur une réaction enzymatique. Okay. Reconnaissance d'un substrat qui doit rentrer dans le site actif de l'enzyme, transformation du substrat, puis relargage. Maintenant, si vous prenez le bioconjugué dont on vient de parler, c'est-à-dire si votre substrat c'est un petit sucre, un monosaccharide, et que vous mettez un gros fluorophore dessus, le problème qui peut se passer, c'est que tout simplement, votre fluorophore est trop apolaire, il est trop gros, il y a trop d'encombrement stérique, et votre sucre peut même plus rentrer dans le site actif de l'enzyme. De toute évidence, il n'est donc pas reconnu par ce site actif, donc il ne sera pas transformé, et vous n'aurez pas la formation du produit. Résultat, le bioconjugué que vous voulez utiliser pour étudier la voie métabolique qui est en haut ici, il ne va même pas commencer à être pris en charge par cette voie métabolique. Ok ? Donc, ça c'est un exemple qui vous montre que les méthodes qu'on a vues jusqu'ici, si elles sont adaptables en biotechnologie pour créer des outils moléculaires en amont des expériences qu'on va faire, eh bien ces réactions-là, elles ne peuvent pas vraiment être utilisées directement à l'intérieur de la cellule vivante. Comment est-ce qu'on peut faire pour contourner ça ? C'est ce qu'on va essayer de trouver aujourd'hui. Donc là, je vous donne un petit exemple où on va utiliser la glycosylation. Hein, ça va être mon fil rouge sur ce chapitre. Donc vous avez une molécule naturelle, ici qui sera un sucre. Puis cette molécule va devoir rentrer dans la cellule, donc passer la membrane. Donc déjà, ce passage ici de membrane, c'est un point important. Parce que si vous modifiez une molécule naturelle, il faut vous assurer qu'elle a toujours la même capacité de passer la membrane, que ce soit par diffusion passive ou que ce soit par transport actif. Une fois qu'elle a passé la membrane, cette molécule va être prise en charge par une première enzyme, former un produit. Ce produit va être pris en charge par une deuxième enzyme, puis une troisième enzyme, puis il va être translocalisé dans le noyau. À l'intérieur du noyau, une quatrième transformation va avoir lieu par l'enzyme 4. Et puis, le produit qui a été formé là va être exporté vers le réticulum endoplasmique, puis l'appareil de Golgi. À l'intérieur de l'appareil de Golgi, il y a une autre enzyme qui va prendre ça en charge. Et puis, le produit qui sera formé va être exporté soit à l'intérieur de la cellule, soit jusqu'à la membrane pour être exprimé à la membrane. Et si on prend le cas des processus de glycosylation avec lequel je vais illustrer cette partie du cours, eh bien, il y en a beaucoup qui vont être en fait exprimés à la membrane parce que c'est l'endroit où vous allez avoir beaucoup de glycoprotéines et de glycolipides qui vont médier les phénomènes de reconnaissance cellulaire notamment. Puis aussi ça peut être des molécules qui peuvent être sécrétées à l'extérieur de la cellule. Okay. Donc voilà, vous avez ici l'illustration d'une voie métabolique classique. Donc là, si vous faites un bioconjugué comme on l'a dit juste avant, déjà si vous passez la membrane, vous avez de la chance. Ok ? Là, si vous faites ça, si vous passez la membrane, vous avez déjà de la chance. Alors, pas forcément de la chance, hein, ça peut être réfléchi. Où il y a des fluorophores qui passent bien la membrane, il y en a d'autres qui passent moins bien. Donc il faut bien choisir la sonde fluorescente pour que ça passe la membrane ou non. Et puis peut-être que si vous avez de la chance, l'enzyme numéro 1 de votre voie de métabolisation est pas trop sélective.
Okay, peut-être qu'elle est assez flexible et qu'elle accepte qu'elle a beaucoup de largesse dans la manière dont elle reconnaît ses substrats. C'est pas une enzyme qui est très spécifique et donc elle peut reconnaître. Donc imaginons que votre bioconjugué puisse passer la première étape qui par exemple peut être une phosphorylation d'un alcool du sucre, euh, et puis passe la deuxième étape, mais au bout d'un moment il y a forcément une enzyme qui va bloquer parce que beaucoup plus spécifique et qui donc ne va pas accepter cette grosse modification. Donc vous comprenez bien que si c'est le cas, votre fluorophore n'arrivera jamais dans les biomolécules ici, soit sécrétées, soit intracellulaires, soit à la membrane, qui étaient la cible dans lesquelles vous vouliez incorporer vos sondes fluorescentes. Et donc si c'est le cas, ces molécules vont vous rester invisibles. On va donc recourir à en fait à peu près le même principe que les réactions qu'on a vues jusqu'ici en bioconjugaison classique, c'est-à-dire qu'on va continuer à vouloir faire de la bioconjugaison, mais on va faire ça en 2 étapes et on va contourner le problème qu'on vient de soulever. C'est-à-dire, le problème qu'on vient de soulever, c'est nos sondes sont des molécules qui sont beaucoup trop grosses, qui vont perturber énormément la fonction des molécules biologiques, qui sont petites, comme les sucres par exemple, et qui ne vont pas leur permettre d'entrer dans les voies métaboliques. Donc on va essayer de faire de la bioconjugaison, mais en utilisant des tout petits groupements, et puis en utilisant 2 étapes. Et on va introduire ce qu'on appelle la chimie clique. Donc sans doute je pense que vous avez déjà dû en entendre parler peut-être brièvement dans vos cours précédents. De toute façon, si ce n'est pas le cas, je reprends de zéro ici. Donc, nous, on va faire ça avec, en prenant un axe chimie, en voyant comment on fait exactement et comment ça marche. Donc souvent, côté biologie, on appelle juste ça de la chimie clique. Alors, sachez que du point de vue d'un chimiste, c'est faux. En fait, les réactions qu'on va utiliser dans ce genre de marquage-là, il faudrait plutôt utiliser le terme de chimie bio-orthogonale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire bio-orthogonale ? C'est simplement des réactions qui vont pouvoir se faire dans un milieu vivant, okay, mais sans interférer du tout avec ce milieu vivant. C'est-à-dire que les réactifs que vous allez utiliser vont devoir réagir entre eux, mais chacun de ces réactifs devra aussi ne pas réagir du tout avec aucune des molécules qui constituent les systèmes vivants. Et ça s'appelle la chimie bio-orthogonale, alors, parce que c'est la chimie qui est orthogonale à la biologie. Et il s'avère que les réactions qu'on va pouvoir utiliser sont de type chimie clique dans la plupart des cas, pas toujours, et on a tendance à faire un raccourci et appeler ça la chimie clique. Voilà. Mais si vous voulez être correct, vous allez appeler ça la chimie bio-orthogonale, et c'est donc comme ça que moi j'ai intitulé ce chapitre. Alors vous devez déjà deviner sans doute que ça va soulever un problème qui est très complexe, parce que je viens de vous dire qu'il va falloir que vos réactifs réagissent entre eux. Bon, ça, à la limite, on sait faire. Mais trouver des réactifs qui ne réagissent pas avec les molécules qui constituent le vivant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous devez trouver quelque chose qui ne va pas réagir avec les amines, qui ne va pas réagir avec les alcools, qui ne va pas réagir avec les acides carboxyliques, qui ne va pas réagir avec les thiols, qui ne va pas réagir avec les phosphates, avec les molécules d'eau, avec les ions, etc. etc. Alors j'en passe évidemment. Donc le problème va être assez complexe. Alors donc on va attaquer ce chapitre-là, et en gros je vais le découper en 4 morceaux. On va d'abord voir les généralités, et puis comme après il y a 3 réactions que je veux vous montrer. Je vais faire 3 petites vidéos, une sur chaque réaction, et comme dans le chapitre précédent, vous aurez les 3 petites étoiles sur la réaction importante.
Alors donc pour les généralités, alors la chimie bioorthogonale, c'est quelque chose qui a été on va dire, inventé, qui a émergé dans les 20 dernières années. En gros, ça a débuté au, au tout début des années 2000. Et c'est quelque chose qui a été développé pour répondre en fait, à un gap technologique, hein, puisque vous aviez déjà à l'époque pas mal de technologies basées sur l'utilisation des GFP, donc les tags génétiques, mais ces GFP qui avaient quand même des limitations assez sévères, parce que si vous marquez en fait une protéine avec une autre protéine génétiquement, voilà, votre étiquette est énorme, hein. Si une GFP, c'est quand même une grosse protéine. Et donc il a fallu trouver des manières de marquer les biomolécules de manière un peu plus discrète. Alors le problème, c'est, vous avez la petite image ici, qui vous rappelle la vieille expression, hein, trouver une aiguille dans une botte de foin. Donc là, en gros, vous allez introduire dans une cellule vivante, donc c'est-à-dire dans un mélange de millions, milliards de molécules qui contiennent chacune plusieurs dizaines de fonctions chimiques réactives de tout type, vous allez introduire un réactif à vous et vous allez vouloir aller faire réagir votre sonde dessus de manière spécifique. Donc là, je dirais qu'on n'en est même pas en fait à trouver une aiguille dans une botte de foin, on en est à trouver une aiguille dans un champ de blé complet. Donc on va voir un petit peu quelles sont les stratégies qu'on peut utiliser et puis aussi quels sont les critères qu'on va devoir respecter. Alors d'abord, on va essayer de définir un peu ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que la chimie bioorthogonale? Donc c'est l'ensemble de toutes les réactions chimiques qui vont être faisables sélectivement dans un système vivant. Ok? C'est-à-dire que vous allez devoir utiliser des molécules et des réactifs qui ne vont ni perturber ni interférer avec l'environnement biologique. C'est-à-dire que vos cellules elles doivent fonctionner de la même manière que d'habitude, même en présence de ces réactifs. Et la stratégie ici, ça va être un peu de se comporter comme un virus. Alors, je dis toujours ça. L'image, elle peut être un peu double, hein, parce que à la base, j'avais pris cette image-là au sens propre du terme, c'est-à-dire se comporter comme un vrai virus. Mais vous pouvez aussi imaginer ça comme un virus informatique, hein. En fait, vous voulez tout simplement hacker la cellule. Vous voulez introduire un espèce de cheval de Troie dans la cellule et vous voulez forcer la cellule à utiliser votre cheval de Troie et l'utiliser à son insu. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va prendre la molécule à laquelle on s'intéresse, donc imaginons que ce soit un monosaccharide, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, et puis on va le modifier un petit peu. Mais quand je dis un petit peu, c'est on va pas mettre un gros fluorophore dessus, on va introduire une toute petite modification, et puis on va introduire ce sucre dans la cellule. Et le but du jeu, c'est que les voies métaboliques, les enzymes qui constituent les voies métaboliques, reconnaissent cette molécule synthétique comme si c'était le sucre endogène. Donc il faut que votre modification soit pratiquement invisible aux yeux des enzymes. C'est relativement simple de faire ça dans certains cas, puisqu'il y a des enzymes qui sont pas spécifiques et qui acceptent des grandes familles de molécules. Mais par contre, dans certains autres cas, c'est très compliqué parce que vous avez des enzymes qui, au contraire, sont très spécifiques. Donc la stratégie va se faire en 2 étapes. Pour hacker la machinerie métabolique de la cellule, on va donc introduire d'abord notre molécule modifiée. Et cette molécule modifiée, on va appeler ça un rapporteur chimique. Ok ? Donc je vous l'ai mis ici en anglais dans le schéma. Donc en français c'est pareil, c'est un rapporteur chimique. Alors c'est quoi un rapporteur chimique ? Vous avez ça ici
dans le schéma, c'est en fait votre molécule endogène auquel vous vous intéressez, votre petite molécule endogène, donc imaginons que c'est le sucre de tout à l'heure. Vous avez introduit une petite modification dessus. Alors j'ai imagé ça comme un petit trou de serrure. Ok. Ça, c'est le rapporteur chimique. C'est une molécule que vous ne savez pas détecter, d'accord? Elle n'est pas fluorescente. La petite modification que vous avez introduite ne peut pas être fluorescente parce qu'elle est trop petite. Vous ne pouvez pas la détecter directement. Mais néanmoins, ça doit être une modification qui, à la base, n'est pas présente dans les systèmes vivants. Ok? On va introduire ça dans la cellule, et puis votre petite molécule va être métabolisée, tac tac tac, et elle va être intégrée, incorporée dans une grosse biomolécule. Ça peut être une glycoprotéine par exemple. Ça peut être autre chose. Qu'est-ce qui va se passer? Les molécules dans lesquelles votre rapporteur auront été insérés auront un sucre non pas endogène, mais un sucre qui porte la petite modification que vous avez mise ici. Okay. Donc à ce moment-là, vous ne voyez rien. Okay, on n'est pas capable de détecter ça. Ça, c'est ce qu'on appelle l'étape d'incorporation métabolique. Et donc évidemment, il faut que cette étape se fasse dans la cellule vivante, dans l'organisme vivant, puisque les voies métaboliques doivent être actives et non perturbées. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez pas encore gagné, puisque vous ne savez pas détecter votre biomolécule, mais vous avez, ça y est, hacké la machinerie cellulaire, et vous avez forcé la cellule à incorporer une molécule qui n'est pas naturelle. Alors, quels sont les critères qu'on va devoir respecter dans cette première étape d'incorporation métabolique? Comme on l'a dit tout à l'heure, notre modification chimique devra être peu encombrante, elle devra être non chargée, parce que voilà, il faut aussi que ça rentre dans les cellules, il faut que ça soit reconnu dans les enzymes de la même manière que d'habitude. Donc si vous introduisez une charge, les enzymes vont beaucoup moins bien reconnaître votre biomolécule. Alors là, je vous ai mis oubliez ce terme abiotique parce qu'il est assez controversé. Il y a deux sens au terme abiotique. Donc pour pas introduire de confusion, oubliez ce terme abiotique et simplement le deuxième critère là, c'est que la modification chimique qu'on va introduire doit être absente des systèmes vivants ou très rare dans les systèmes vivants. Par exemple, on ne va pas pouvoir utiliser comme modification chimique une amine, puisque des amines, on en a plein dans les molécules qui constituent le vivant. Troisième critère important, c'est votre molécule devra être non toxique, évidemment. Okay, la modification que vous apportez à votre biomolécule ne doit pas générer de toxicité. Sinon, vous allez grandement perturber le fonctionnement de la cellule pendant l'expérience que vous voulez faire. Ça, c'est un point parmi les plus importants aussi, c'est évidemment cette modification doit être inerte, ne pas réagir avec les amines, les alcools, les phénols, les thiols, les ponts disulfures, les acides carboxyliques, les esters, les amides, les molécules d'oxygène, les molécules d'eau, les ions phosphates, les ions sulfates, les imidazoles, les ions chlorure, les ions calcium, etc., 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 j'en passe. Là, je vous fais une liste non exhaustive, mais en gros, votre groupement que vous introduisez, votre modification ne doit pas réagir avec tout ça, puisque tout ça, c'est ce qui constitue les molécules du vivant. Et les trois premiers critères sont assez simples à respecter, puisque des groupements peu encombrants, on peut en trouver facilement. Des groupements qui ne sont pas dans les systèmes vivants, quand on fait un peu de chimie, on en connaît, on est capable d'en trouver. Qu'ils soient non toxiques aussi, c'est tout à fait faisable. Mais par contre, en même temps, qu'ils ne soient pas réactifs avec tout ça, là, ça devient extrêmement compliqué. Et puis enfin, évidemment, ce n'est pas le dernier critère. Il y a aussi un critère supplémentaire, c'est que non seulement votre modification ne doit pas être réactive avec tout ça, mais par contre, quand vous allez introduire dans une deuxième étape votre sonde fluorescente, votre modification devra être capable de la reconnaître et d'être
très réactive et sélective vis-à-vis de cette sonde-là. Ok ? Donc voilà le type de critères qu'on va devoir utiliser. Donc ça, c'est pour le rapporteur chimique lors de l'étape d'incorporation métabolique. Ensuite, il y a une deuxième étape. Ok, donc là, on était ici. Donc la deuxième étape, c'est une fois qu'on a incorporé métaboliquement notre rapporteur chimique, eh bien, on va introduire dans la cellule une sonde, par exemple une sonde fluorescente, elle va rentrer dans la cellule et elle va devoir, donc en gros, vous avez la clé qui va devoir rentrer dans la serrure, et là aussi, sans réagir avec le reste. Okay, donc cette deuxième étape, c'est la ligation de la sonde, et c'est ici qu'on va utiliser la réaction de chimie clique bioorthogonale. Okay, donc dans la première étape, il n'y avait pas de réaction, c'était simplement une incorporation métabolique avec un outil que vous avez préparé avant, peut-être par bioconjugaison d'ailleurs. Et puis la deuxième étape, c'est là qu'on va utiliser la chimie bioorthogonale et la chimie clique. Donc cette réaction-là doit se faire très rapidement, très sélectivement, etc., etc. Alors, vous êtes sans doute peu familier avec la chimie organique dans votre formation. Mais si vous avez fait un peu de chimie organique avant, vous devez vous rendre compte que tous les critères qu'on vient de d'énoncer vont mettre les chimistes organiciens un peu mal à l'aise. Parce qu'un chimiste organicien est habitué à travailler, à développer ses réactions dans des conditions assez flexibles. C'est-à-dire que s'il y en a un réactif qui n'est pas compatible avec l'eau, eh ben on va utiliser un solvant organique. S'il y en a un réactif qui n'est pas compatible avec l'oxygène parce qu'il s'oxyde trop facilement, eh ben on va exclure l'oxygène du milieu. On va faire une réaction sous atmosphère inerte, sous atmosphère d'argon ou d'azote par exemple. Si on a une réaction qui ne marche pas bien à température ambiante, eh bien on va chauffer. On va chauffer à 100 degrés ou à 150 degrés. Si on a une réaction qui ne marche pas bien à température ambiante parce que les réactifs se dégradent, on peut aussi abaisser la température. On est capable de faire des réactions à très basse température, à moins 78 degrés par exemple. Donc voilà, quand on fait de la chimie d'habitude, on est capable d'adapter tout ce qui est solvant, température, pression, on peut ajouter des catalyseurs, etc., etc. Ici, évidemment, notre milieu réactionnel, ça ne va pas être un ballon comme vous avez sur cette photo. Ça va être une cellule vivante ou un organisme vivant. Donc évidemment, rien de tout cela va être possible. On ne va pas être capable de chauffer, parce qu'évidemment, si vous chauffez votre culture cellulaire à 150 degrés, vous imaginez bien que vous n'allez pas obtenir des résultats très probants. On ne va pas être capable de mettre ça sous haute pression, etc., etc. Donc pour être efficace, il va falloir qu'on ait des réactions qui soient faisables dans l'eau, si possible à température physiologique, donc dans le cas des études sur des problématiques humaines ou mammifères, 37 degrés, à pH physiologique aussi, parce que ça c'est pas toujours évident, il y a beaucoup de réactions qu'on sait faire en pH acide ou basique, mais là il va falloir savoir travailler à pH 7, un peu comme ce qu'on a fait sur les bioconjugaisons. Donc la réaction devra être très chimiosélective, comme on l'a déjà dit, avoir une cinétique rapide, c'est-à-dire être très très rapide. Alors ça, contrairement à ce que vous pouvez penser, c'est pas vraiment la rapidité de la réaction qui nous intéresse quand on parle de cinétique rapide. Le but du jeu, c'est pas forcément de faire une réaction en 30 secondes au lieu de 5 minutes ou au lieu d'une heure. Mais sachez que quand vous avez des réactions qui ont une cinétique rapide, c'est-à-dire une constante de vitesse très rapide, eh bien vous êtes capable de faire cette réaction de manière très efficace et avec un excellent rendement à plus basse concentration. Donc le but du jeu, quand on dit avoir une cinétique rapide, c'est d'être capable de descendre les concentrations pour travailler à des basses concentrations micromolaires, voire nanomolaires dans l'échantillon vivant. Alors évidemment, comme pour la première étape, on doit aussi respecter tous les critères qu'on a énoncés sur la non-toxicité,
sur le fait que la sonde elle-même devrait être aussi biologiquement inerte et ne pas réagir avec les molécules du vivant, etc. Et puis évidemment, dernier point, c'est que la liaison que vous allez former entre votre rapporteur chimique et votre sonde devra être stable. Bien, alors, vous le savez peut-être pas, mais la plupart des critères qu'on vient d'énoncer à la base, eh bien, c'est tout simplement la définition de ce que c'est qu'une réaction de chimie clique. Et la chimie clique, ça a été défini par Sharpless en 2001. Ce n'était pas un concept qui s'appliquait à la biologie, hein, c'était un concept de chimie. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder un petit peu plus avant, faire vos recherches par vous-même. En gros, la chimie clique, c'est censé avoir des applications partout, y compris en chimie environnementale, et ça a vraiment aujourd'hui des applications partout. Donc on en fait dans notre cas sur des échantillons biologiques, mais sachez que c'est utilisé partout, y compris en chimie des matériaux, etc. Alors, les critères de la chimie clique, ils ont été un petit peu modulés. Il y a certains critères qui ont été enlevés et d'autres critères qui ont été ajoutés par Caroline Bertozzi. Donc ça, c'était en 2003 à peu près. Donc elle a commencé à faire des réactions bioorthogonales avant ça, mais on va en reparler juste après. Donc Caroline Bertozzi, donc vous avez la photo ici, qui est vraiment la grande pionnière de tout ce domaine-là. Okay, donc toutes les réactions qu'on va voir, enfin non pas toutes, mais 2 des 3 réactions principales qu'on va voir dans ce chapitre, en fait c'est elle qui les a développées de A à Z. Et évidemment tout le monde les utilise maintenant, mais à la base c'est elle la pionnière, donc c'est un nom important dans le domaine. Donc ces réactions qu'on va voir, elles sont un petit peu différentes de ce qu'on a vu précédemment, mais n'empêche que précédemment on avait quand même vu, et je crois que je vous l'avais mentionné, un premier exemple de réaction qui ressemblait beaucoup à une réaction bioorthogonale, qui avait été développée par Tien, donc c'était en 98. C'est la réaction entre les tags tétracystéine et le flash EDT, EDT2. Donc voilà, vous avez, je vous ai remis le schéma ici, vous savez, avec ce profluorophore qui contient des atomes d'arsenic, une molécule qui n'est pas fluorescente, et puis au contact des tags tétracystéine, cette molécule va devenir fluorescente. Et puis ce tag tétracystéine, c'est un tag qu'il avait introduit génétiquement dans la protéine. Donc ça, c'est un espèce de premier exemple de ce qui peut être une réaction bioorthogonale. Alors, le problème avec ce dont je viens de vous parler, hein, c'est qu'évidemment les tags tétracystéine demandent une modification génétique, et c'est précisément ce que nous on ne veut pas faire dans notre cas, et qu'on ne peut pas faire pour les sucres par exemple, puisque les modifications post-traductionnelles ne sont pas encodées dans le matériel génétique. Donc si on veut regarder la glycosylation, ou si on veut regarder la lipidation, etc., on ne peut pas le faire comme ça. Et Caroline Bertozzi, quand elle a pensé à ça et qu'elle s'est basée, elle a essayé de se baser sur les réactions qui étaient connues. Hein. On n'est pas parti de zéro, puisque tout comme nous, on a fait un gros chapitre avant sur la bioconjugaison, toutes ces réactions-là étaient déjà connues au début des années 2000, enfin à la fin des années 90. Et elle a essayé de voir si ça serait pas possible d'en prendre quelques-unes et de les faire directement dans le vivant, directement dans la cellule. Alors, il a fallu réfléchir un peu, et puis elle s'est dit, les molécules du vivant, notamment les protéines et les acides nucléiques, hein, et les sucres, contiennent beaucoup de fonctions qui sont nucléophiles. Donc, vous avez des amines, vous avez des thiols, vous avez des alcools, voilà, dans les ADN, dans les glycanes et dans les protéines. Mais si vous regardez, il y a quand même relativement peu de fonctions qui sont vraiment électrophiles, parce que les acides carboxyliques, on l'a déjà mentionné, sont pas très électrophiles, puis les fonctions amides sont pas très électrophiles, enfin sont encore moins électrophiles en fait.
Et finalement, il y a certaines cétones et aldéhydes qui sont présents dans le vivant, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc elle s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'utiliser une réaction de bioconjugaison classique, mais essayer de la faire directement dans le vivant. Donc ce qu'elle s'est dit, c'est, on va créer, ici, là, on va créer un analogue d'un acide aminé connu, et on va lui rajouter une fonction cétone. Voilà, elle a mis une cétone ici sur cette chaîne latérale. Ok. Et puis, elle a introduit cet acide aminé synthétique dans une protéine, okay, ou des protéines. Alors, vous avez, hein, si ça vous intéresse ici, je vous ai mis parfois les références des articles, vous pourrez aller les chercher si ça vous intéresse. Et puis une fois donc que cette cétone a été introduite sur les protéines à l'intérieur de la cellule, eh bien elle a simplement mis dans la cellule un fluorophore avec, si vous regardez ici, et que vous retournez voir le chapitre bioconjugaison, vous devez être capable de reconnaître que c'est un hydrazide, et donc une fonction qui réagit sélectivement avec les aldéhydes et cétones pour faire une hydrazone de ce type. Ok. On va essayer de faire ça et puis d'avoir, d'obtenir un marquage spécifique, sélectif. Ok, donc c'est simplement la transposition d'une réaction de bioconjugaison qui était déjà connue, mais au lieu de la faire dans un milieu contrôlé, c'est-à-dire dans un ballon, dans un puits, dans une plaque sur quelque chose de purifié, elle a essayé de la faire directement dans le vivant. Le problème, c'est que en faisant ça, les résultats, évidemment, n'ont pas été très probants parce que même si on peut se dire qu'il n'y a pas beaucoup d'aldéhydes et de cétones natifs sur les molécules du vivant, il y en a quand même. Okay. Alors évidemment, il y a, dans les glycoprotéines, il n'y a pas beaucoup de fonctions aldéhydes. On a vu au chapitre précédent on avait besoin de les générer au NaIO4. Mais il y a quand même des aldéhydes dans d'autres molécules, hein, vous en connaissez. Si vous prenez, tout simplement, si vous prenez les sucres libres, c'est-à-dire les monosaccharides libres, ou même les extrémités des chaînes de glycane, ces molécules sont capables d'avoir une forme cyclique et une forme ouverte, et dans la forme ouverte, il y a une cétone ou un aldéhyde. Si vous ne vous souvenez pas de ça, vous pourrez me poser la question dans Discord, je pourrais vous remontrer ça. Vous avez des molécules comme le pyruvate, comme le pyridoxal phosphate, qui contiennent des aldéhydes ou des cétones. L'acide lactique, ce genre de choses. Enfin, voilà, il y a pas mal de métabolites, en fait, ou de cofacteurs enzymatiques, ou de vitamines, ce genre de choses, qui contiennent des aldéhydes et des cétones. Alors certes, ça ne représente pas un pourcentage énorme des biomolécules, mais c'est cependant suffisant pour, si vous utilisez la réaction qu'on a vue à la slide précédente dans le vivant, pour générer beaucoup de bruit de fond et de faux positifs, c'est-à-dire que vous allez lier votre sonde fluorescente sur la protéine que vous avez marquée, certes, mais vous allez aussi lier votre sonde fluorescente sur d'autres molécules qui ne représentent pas du tout la protéine que vous venez de marquer, qui sont complètement autre chose. Et donc il y avait un bruit de fond qui était vraiment beaucoup trop fort, on n'a pas pu continuer à utiliser ce genre de méthode pour aller faire des marquages à l'intérieur des organismes vivants. Cependant, ça peut quand même être utilisé à la surface des cellules si vous faites une culture cellulaire et que vous utilisez un fluorophore qui ne rentre pas dans la cellule, vous pouvez... elle était quand même parvenue à avoir un marquage membranaire de surface avec cette réaction-là. Mais voilà, c'était on va dire un joli projet, un joli article, mais c'est surtout celui qui a été une vraie prise de conscience. C'est que au début des années 2000, on s'est rendu compte que les réactions qui étaient connues et que vous connaissez de bioconjugaison, donc c'est des réactions polaires qui font réagir un nucléophile sur un électrophile, ça n'allait pas vraiment pouvoir être efficace dans ce type de stratégie et qu'il allait falloir trouver autre chose.
Alors, Caroline Bertozzi, toujours elle, s'est dit ben, je vais aller faire ma biblio de toutes les réactions chimiques connues. Et puis je vais essayer d'identifier des réactions où il y a pas mal de critères qu'on a cités auparavant qui sont respectés. Donc par exemple des structures réputées non toxiques, euh, de solubilité dans l'eau, ce genre de choses. Okay, et puis elle a identifié en premier la ligation de Staudinger. Alors c'est sans doute une réaction que vous ne connaissez pas hein, si vous n'avez pas fait beaucoup de chimie organique, mais je vous présente son mécanisme ici. Vous voyez qu'il n'y a pas les trois petites étoiles. Je ne vous demande pas du tout de retenir cette réaction-là. Mais vous verrez que c'est plus pour le processus hein, en fait, de pensée et de développement que je vous montre ça. Donc en fait, elle a ressorti une vieille réaction qui avait été développée, vous voyez ici, en 1919. Elle a été rapportée pour la première fois par Staudinger. C'est une très vieille réaction qui en fait intervenir un azoture, donc un groupement N3. N3 ici, voilà. Ça c'est peut-être un groupement que vous n'avez pas l'habitude de voir. Habituez-vous parce que c'est un groupement qu'on va beaucoup utiliser dans ce type de chimie. Parce qu'il représente, enfin, il répond à beaucoup des critères qu'on a cités. Et donc cette réaction en fait fait intervenir une phosphine. Là vous avez un atome de phosphore qui est relié à des cycles aromatiques, donc triphénylphosphine, PPH3. Et en fait cette réaction, le phosphore attaque l'azote, etc. Vous avez un mécanisme qui est un peu compliqué. Et au final ce qui se passe, c'est que vous avez la formation de ça, donc c'est une liaison azote-phosphore. Ok. Et puis ensuite c'est hydrolysé et vous avez réduit, vous avez transformé l'azoture en amine. Ok, donc ça c'est la réaction de Staudinger de départ. Évidemment c'est une réaction qui n'est pas du tout adaptée à la biologie pour le moment, mais elle s'est dit, Caroline Bertozzi, c'est dommage parce que là le groupement azoture il est vraiment intéressant parce que, alors évidemment on dessine des charges, mais globalement c'est neutre, ce qui est une charge plus, une charge moins. Donc il n'est pas très polaire. Ce groupement il est très petit. Il n'est pas toxique. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir pour l'adapter, pour l'utiliser en biologie? Et elle s'est dit, si je regarde le mécanisme de cette réaction, je fais intervenir deux molécules. Il y a un azoture ici, qui est relié à quelque chose. Il y a une phosphine ici, qui est reliée à autre chose, des cycles aromatiques. Et puis dans le processus, on relie les deux. Et puis après, il y a une étape d'hydrolyse à la fin qui fait que c'est clivé. Mais il y a un moment ici où c'est relié. Elle s'est dit, ça pourrait peut-être être transformé en quelque chose qui serait de la bioconjugaison. Imaginons qu'on ait une protéine ici sur vos groupements R1, R2, et puis qu'on ait une sonde ici sur votre aromatique. Si on arrive à bloquer la réaction ici et à empêcher cette hydrolyse, on pourrait développer quelque chose qui nous intéresse. S'en sont suivis pas mal de développements. Alors évidemment, c'est un gros laboratoire de recherche avec beaucoup de moyens. Ça a pris quelques temps. Et puis, ils ont trouvé la solution. Alors là, pareil, hein, je ne vous demande pas du tout de retenir ce mécanisme, mais je vous demande juste de passer quelques minutes avec moi pour l'étudier en détail. Vous voyez, vous avez ici votre atome de phosphore, okay, qui est relié à deux cycles aromatiques, hein, 2 phényl, puis le troisième est là. Okay, donc tout à l'heure on avait PPH3, maintenant on a PPH2 et le pH ici, c'est le troisième. Sauf que le troisième, ils l'ont modifié. Déjà, ils ont fixé de manière covalente un fluorophore dessus. Okay, donc ça, c'est une première chose, ça en fait une sonde fluorescente. Bon, c'est la moindre des choses qui nous intéresse ici. Mais ils ont aussi rajouté ce groupement ester. Okay. Faisons la réaction. Le groupement N3 dans la réaction de Staudinger réagit avec la phosphine. Donc en fait la phosphine est nucléophile et vient attaquer le groupement azoture N3. Je passe le mécanisme, je ne vous le redétaille pas, mais on arrive à la formation de cet intermédiaire que je vous ai montré la slide suivante. Okay,
Et puis, dans la réaction classique de Staudinger, eh bien, cet intermédiaire il est clivé par une molécule d'eau et vous reséparez les deux molécules. Oui, mais ici, en fait, ce qu'elle a fait en introduisant un ester en ortho à côté ici de ces groupements, c'est qu'elle a introduit un piège électrophile. Un ester, c'est un bon électrophile. Et comme ça, c'est un bon nucléophile, quand vous formez l'intermédiaire, plutôt que d'être attaqué par une molécule d'eau, comme il y a l'ester juste à côté, et bien lui, il va attaquer l'ester, tac. Alors vous formez quelque chose ici d'un peu exotique, hein. Vous avez un système polycyclique, un mécanisme un peu compliqué, mais au final, voilà, vous faites ce cycle, puis vous rouvrez d'un autre côté, et vous avez simplement transféré, donc je reprends, hein, suivez le curseur de la souris, ce groupement qui était sur le phosphore, en fait, va être simplement transféré sur le carbone qui est ici. Vous voyez, il est maintenant relié au carbonyle. Vous avez libéré une molécule de méthanol dans le process. Vous avez simplement piégé votre molécule. Hein, donc si ça, c'est votre biomolécule, vous faites réagir avec cette sonde par la réaction ici de Staudinger avec le piège électrophile. Ben vous voyez qu'à la fin, vous avez créé un linker covalent qui est solide en plus, puisque c'est une liaison amide, hein, donc c'est très robuste, entre votre biomolécule et votre sonde. D'accord ? Donc ça, c'est bien une réaction de bioconjugaison. Sauf que le but du jeu, c'était d'en faire une réaction de bioconjugaison qui puisse être utilisée dans le vivant. Alors attention, à ce moment-là, on n'est pas encore en train de parler de chimie clique. Hein. C'est une réaction bio-orthogonale, certes, mais c'est pas du tout de la chimie clique. Cette réaction de Staudinger ne répond pas aux critères de la chimie clique. Donc vous avez ici un exemple d'application de cette réaction. Alors, je vais vous en donner deux exemples là-dessus, où je vais essayer de vous parler de certains tags que vous connaissez sans doute, hein, mais voilà, pour vous illustrer encore d'autres exemples. Déjà, dans le chapitre précédent sur la bioconjugaison, j'ai essayé de varier les exemples. Je vais essayer de faire de même ici. Donc voilà ce qu'elle a fait. Même idée que tout à l'heure, en fait, elle a pris un acide aminé et puis elle s'est dit, tac, on va introduire un groupement azoture, N3. Donc là, j'ai développé la structure, hein, mais vous pouvez simplement écrire N3 sur un acide aminé. Donc il y en a plusieurs qui ont été testés évidemment, et il y en a notamment deux qui sont facilement utilisables, parce qu'on s'est rendu compte que ça, qui est l'azidoalanine, donc si vous prenez l'alanine c'est un CH3 ici, on va juste rajouter un azoture dessus, et puis l'azido-homoalanine, alors homoalanine c'est quand on rajoute un carbone, on fait une réaction d'homologation. Ok, donc azido-homoalanine, vous avez ces deux-là. Et en fait, on s'est rendu compte que ces acides aminés non naturels modifiés, là, acides aminés non canoniques, peuvent être incorporés dans les protéines par les systèmes vivants grâce à la méthionyle ARNT synthétase. Donc le système enzymatique naturel qui, normalement, vous permet d'intégrer des acides aminés méthionine à l'intérieur des protéines. Donc il s'avère que si vous mettez dans votre cellule des azidoalanines, eh bien, l'ARNT méthionyle synthétase va les reconnaître comme si c'était des méthionines. Donc au final, vous allez former des protéines dans lesquelles vous remplacez les méthionines par des azidoalanines. Alors pas partout, hein, mais sur certaines positions. Donc en gros, si vous faites ça dans un système recombinant, eh bien, vous allez générer des protéines qui portent des azotures, okay, en utilisant une voie métabolique. Dans un deuxième temps, eh bien, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait réagir ces protéines marquées avec la phosphine dont on a parlé tout à l'heure par la ligation de Staudinger. Et voilà, vous avez obtenu ici une protéine qui porte un tag peptidique. Donc là, c'est celui-là, vous devez le connaître peut-être. C'est un flag
un tag d'affinité. Bon, c'est juste un exemple, hein, il y en a plein de ces tags que vous avez peut-être dû voir auparavant. C'est pas vraiment le but de mon cours, mais on pourra en reparler si ça vous intéresse. Alors attention, là je l'ai écrit, j'ai déjà eu la remarque précédemment, me dire que j'avais mis le tag à l'envers ici. La séquence n'est pas du tout à l'envers, hein. Là elle est écrite avec le enter à droite et le cter à gauche, donc évidemment elle est inversée. Oups, pardon. La manière dont pardon, hop, je reviens, dans la molécule est représentée. Donc vous avez la séquence ici, comme d'habitude, écrite de gauche à droite. Ok, donc vous pouvez peut-être vous dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte on a fait un truc super compliqué pour au final juste introduire un flag sur une protéine. Bon. C'est complètement différent de ce que vous connaissez d'habitude là, hein, puisque en fait là c'est on introduit un flag sur une protéine, mais on l'introduit pas par modification génétique. Ok, cette protéine, si elle est dans la cellule, en fait il suffit de mettre ce réactif là et le flag va aller se fixer là où il y a l'azoture. Ok, donc ça c'était une première étape, on va dire, qui montrait que ça pouvait être utilisé dans les systèmes vivants. Vous avez un exemple ici de ce pourquoi ça a été utilisé, hein. Donc les flags sont en général utilisés avec des anticorps anti-flags. Pareil, hein, si ça vous intéresse, là je vous ai mis comme à chaque fois la référence en bas de la slide. Donc dans un deuxième temps, il suffit d'introduire un anticorps anti-flag qui va venir interagir avec le flag. Et là ils l'ont utilisé entre autres, là je vous ai juste mis la figure sur le Western blot qu'ils ont fait après, donc ils ont extrait et puis ils ont essayé d'identifier tout ça par Western blot. Alors, il y a aussi dans ce papier, il me semble qu'il y a de la cyto de flux, il y a peut-être un peu d'imagerie, etc. Voilà, donc là on a marqué une protéine recombinante in situ. Deuxième exemple que je vais vous montrer ici, qui est un peu plus parlant, un peu plus intéressant, on va dire, c'est sur des glycoprotéines. Alors là, in vivo, mais sur des souris. D'accord ? Donc on veut regarder les phénomènes de sialylation. Voilà, les acides sialiques sont des sucres à 9 carbone. Il y a la voie métabolique qui est relativement bien connue. Un des précurseurs métaboliques, c'est la N-acétylmanosamine. Qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a créé un analogue de N-acétylmanosamine ici. Simplement, on a rajouté, donc le N-acétyl est ici, okay, la position 2, là, N, normalement c'est NCOCH3. Voilà, ici, on a rajouté un groupement azoture. Vous voyez, c'est tout petit, c'est beaucoup plus petit qu'un fluorophore et avec un bras espaceur, etc., comme on aurait pu le faire en bioconjugaison classique. Ok. Alors on l'a aussi modifié ici en l'acétylant sur les OH parce que les sucres natifs avec les OH libres ont tendance à avoir du mal à rentrer dans les cellules, à passer les membranes. Ils passent les membranes mais de manière contrôlée, transportée. Si on rajoute des groupements acétyles, bien les sucres passent les membranes de manière passive, donc ils rentrent beaucoup plus efficacement dans la cellule. Et puis à l'intérieur des cellules, il y a des estérases qui vont cliver ces esters et qui vont régénérer le sucre. Donc quand vous avez les acétyles ici, c'est simplement pour passer la membrane, en sachant qu'à l'intérieur de la cellule, c'est OH, 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 OH qui est régénéré. Donc ça, c'est votre rapporteur chimique. Okay, un peu comme l'acide aminé azoture à la slide précédente. Ils ont préparé donc une solution de ce rapporteur chimique qu'ils ont injecté dans des souris pendant 7 jours. Ils ont laissé métaboliser. Et donc toutes les glycoprotéines,
une partie des glycoprotéines qui ont été biosynthétisées pendant cette période, forcément, contiennent donc ce rapporteur azoture. Okay, donc là, vous avez une glycoprotéine à la surface d'une cellule, avec donc la protéine, le glycane. À l'extrémité du glycane, vous avez les acides sialiques. Okay, et comme là, c'est un acide sialique modifié, vous avez l'azoture qui est ici. Donc ça, c'est la première étape d'incorporation métabolique. En gros, N-acétylmanosamine suit la voie de métabolisation des acides sialiques. Donc, je ne sais pas si vous la connaissez, mais la N-acétylmanosamine, elle est phosphorylée, elle est condensée avec du pyruvate. Ensuite, ça passe dans le noyau. C'est transformé en acide sialique, ça passe dans le noyau. L'acide sialique est activé. Et puis, l'acide sialique activé est transporté dans le Golgi. Et l'acide sialique activé est incorporé et réagit avec une glycoprotéine en cours de maturation à l'intérieur du Golgi. Donc en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est ce morceau-là vient être collé ici dans le Golgi. Et puis donc la glycoprotéine ensuite elle est exportée souvent à la membrane. Ok, donc ça c'était l'étape d'incorporation métabolique. La deuxième étape, qui est la ligation chimique par chimie bioorthogonale. Donc ici, par réaction de Staudinger, vous avez la phosphine d'un côté, et puis ici, une biotine. Okay, donc ils ont utilisé la biotine, ils ont fait la réaction de Staudinger, et donc créé ce lien covalent, pratiquement indestructible, très stable, et donc fixé des biotines sur les glycoprotéines qui sont biosynthétisées pendant cette période d'incubation de 7 jours. Okay, et bien ensuite, il suffit de faire des biopsies. Donc là, c'était des biopsies de splénocytes, je crois, dans cet article-là. Et puis, sur les biopsies, on va utiliser une streptavidine fluorescente. La streptavidine va reconnaître la biotine. Okay, et vous allez avoir comme ça un marquage spécifique des glycoprotéines qui ont incorporé le rapporteur chimique en question. Donc vous l'avez ici. Donc en C, vous avez les noyaux marqués au DAPI. Okay, et puis cette image-là a été prise sur des cellules dans lesquelles on n'a pas mis le rapporteur chimique qui porte l'azoture. Okay, et on a mis la sonde, mais vous voyez que la sonde ne vient interagir avec rien du tout, et puis qu'elle part au lavage, et donc il n'y a pas du tout de verre dans celui-là. Donc ce que je suis en train de vous dire de manière un peu alambiquée, c'est que ça c'est le contrôle négatif. Et puis vous voyez à gauche que sur les cellules où on a effectivement incubé le sucre azoture, votre streptavidine FITC, elle a un marquage spécifique, et d'ailleurs un marquage spécifique beaucoup plus fort à la membrane, ici. Okay, et donc il interagit, la streptavidine FITC interagit spécifiquement avec les glycoprotéines qui ont incorporé ce sucre marqué. Voilà, donc ça, cette réaction, ça a été la première véritable réaction bioorthogonale qui a été développée comme telle et qui n'utilise pas de méthode de modification génétique. Donc ça a ouvert la voie à tout un domaine de la chemical biology qui est en plein boom depuis lors. Je veux dire, ça fait 20 ans que ça dure et c'est très loin d'être fini parce que ça ouvre beaucoup de portes et beaucoup de possibilités et beaucoup d'avancées technologiques. Mais cette réaction, si ça a été la première, c'est loin d'être la meilleure. Elle présentait et présente toujours beaucoup de désavantages. Par exemple, l'utilisation de phosphine n'est pas idéale parce que les phosphines, c'est des structures qui s'oxydent assez facilement en oxyde de phosphine, c'est-à-dire que le phosphore ici peut être oxydé et vous allez avoir un P double liaison O. Okay, évidemment, si c'est le cas, votre phosphine elle n'est plus nucléophile et donc elle va plus pouvoir réagir. Donc ces réactifs-là ont une durée de vie très courte. Et puis surtout, la cinétique de cette réaction est très lente.
Enfin, très lente. Tout est relatif évidemment, mais la cinétique de cette réaction est trop lente pour pouvoir être appliquée efficacement dans le vivant. Donc une réaction trop lente, ça veut dire qu'on doit utiliser des concentrations plus fortes, et ça veut dire qu'on a avec cette réaction, quand on l'utilise dans le vivant, beaucoup de bruit de fond. Et on a du mal à ressortir un signal sur bruit spécifique. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit, il faut arriver à identifier un signal qui est spécifique, et avec cette réaction-là, on a du mal, puisqu'il y a trop de bruit de fond. Alors ils ont essayé de développer quelque chose, je ne sais plus quel groupe a fait ça, enfin je ne peux pas vous citer les noms à chaque fois. Ça c'était en 2008. Ça c'est une variante, vous voyez, qu'on appelle QFOS. Donc là vous avez la fluorescéine. Là vous avez la phosphine réactive. Ok, donc sur le même principe que ce qu'on a vu avant. On essaie de faire réagir une phosphine avec une sonde. Donc là, on a vu un exemple avec la biotine, avec un flag, avec des fluorophores. Là, c'est un fluorophore. Mais ce qu'ils ont fait, c'est que, vous voyez l'ester, ici, ce qui était un COO méthyle, qui est censé piéger la biomolécule qui va réagir avec. Et bien, plutôt que de mettre un méthyle, ils se sont dit, et si on mettait autre chose, mais qui est capable de quencher la fluorescence? Donc ils ont introduit, alors évidemment il y a plein de tests qui ont été faits sur différentes structures, et puis ils ont introduit cette structure diazo qui est ici, qui est en fait un quencher. En fait la structure elle a tendance à se replier, c'est-à-dire que cette partie ici se retrouve en face de la partie verte. Si vous mettez l'ester de l'autre côté, il y a des interactions entre le quencher et la fluorescéine qui font que la fluorescence de la fluorescéine est éteinte dans cette molécule. Donc c'est un profluorophore, mais qui n'est pas fluorescent. Et si vous faites la réaction, et si vous allez regarder le mécanisme comme on l'a fait tout à l'heure, votre biomolécule va venir réagir avec la phosphine, et puis ensuite va venir attaquer l'ester qui est ici, et ça va partir. Et donc ici, c'est le quencher qui va partir. Donc si vous utilisez ce QFOS, vous avez une molécule sur laquelle le réactif de départ n'est pas fluorescent, et donc vous allez générer beaucoup moins de bruit de fond. Et vous allez libérer la fluorescence uniquement lorsque la réaction sera terminée. Alors ça n'a pas réglé tous les problèmes, ça a permis quand même d'avoir des résultats un peu plus probants, mais c'était toujours pas satisfaisant. Je vous passe cette slide là, regardez si vous voulez. Les phosphines peuvent aussi réagir avec les ponts disulfure. C'est un peu la problématique de l'oxydation dont je vous ai parlé avant. Donc cette réaction de Staudinger, en fait, elle a été développée puis assez rapidement abandonnée au bout de quelques années sur les applications dans le vivant, donc en chimie bioorthogonale. En revanche, comme c'est quand même une réaction qui est très efficace dans des conditions classiques, on va dire de solvants ou sur des molécules purifiées, etc., et bien cette réaction de Staudinger, vous pouvez l'ajouter à toute la panoplie des réactions qu'on a vues pour la bioconjugaison classique. Parce que, évidemment, toutes les réactions qu'on voit, si on sait les faire dans une cellule vivante, évidemment, on sait les faire aussi en dehors d'une cellule vivante. Et donc, ligation de Staudinger n'est plus utilisée en chimie in vivo, bioorthogonale, mais vous allez trouver pas mal d'applications où cette réaction est encore utilisée pour faire de la bioconjugaison classique. Voilà, je m'arrête là pour ce morceau de chapitre, et dans la prochaine vidéo, on verra la CuAAC qui sera la première grande réaction qui va nous intéresser.